Bonjour et bienvenue sur CCTV français pour cette nouvelle édition du journal. Le président chinois Xi Jinping est actuellement en visite d'État de 2 jours en Arabie Saoudite, la première étape de son voyage dans 3 pays du Moyen-Orient. Xi Jinping est arrivé dans la capitale saoudienne, Riyad, mardi et il a été reçu par une grande cérémonie d'accueil organisée par le roi Salman. Les deux dirigeants se sont mis d'accord pour élever les relations bilatérales de leur pays à un partenariat stratégique global et coopérer dans le cadre de l'initiative Une ceinture et nos routes. Divers accords ont été signés dans les domaines tels que l'énergie, les communications, l'environnement, la culture, l'aérospatiale, la science et la technologie. Le président chinois a visité le palais historique de Murabba et participé à un déjeuner et se rendra plus tard en Égypte et en Iran. Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1990, les liens économiques entre la Chine et l'Arabie saoudite ont connu un essor sans précédent. L'Arabie saoudite est le premier partenaire commercial de la Chine parmi les pays arabes et son principal fournisseur de pétrole brut. De janvier à novembre 2015, le commerce bilatéral s'est élevé à plus de 47 milliards de dollars et 15% des importations de pétrole brut de la Chine, soit plus de 46 millions de tonnes, sont venus du Royaume des Saouds. Pendant cette période, plusieurs accords d'une valeur supérieure à 5 milliards de dollars ont été signés. On compte désormais plus de 100 sociétés chinoises en Arabie saoudite, dans des domaines tels que la pétrochimie, les secteurs ferroviaires et portuaires ou encore les communications. Des attaques terroristes, une crise des réfugiés et une reprise économique qui refuse de prendre de l'élan, voici quelques-uns des défis auxquels l'Europe est confrontée. Et la raison pour laquelle, une nouvelle fois, l'Europe sera au centre des attentions pour le Forum économique mondial. Comme chaque année, le Forum économique de Davos aborde les grandes questions qui semblent souvent loin de l'atmosphère des soirées cocktails et des randonnées en ski. Mais une question inévitable s'est imposée depuis la crise de la zone euro de 2009. L'Europe, qui n'est plus sous la menace d'une ruine financière, agit toujours comme un frein à toute réelle reprise économique mondiale. L'économie européenne connaît une reprise, mais recommence encore à faiblir après avoir atteint un pic de 1,5% de croissance l'année dernière. C'est beaucoup trop lent et reste un problème, donc cela signifie que l'Europe n'arrive pas à faire que sa croissance dépasse les 2%. Et cela est probablement également dû au manque de réformes structurelles. Mais avec plusieurs attaques terroristes ayant eu lieu en France l'année dernière, liées au groupe extrémiste État islamique en Syrie et en Irak, ainsi que l'afflux de réfugiés, ce n'est pas seulement sur l'économie que l'Europe et le monde doivent s'inquiéter. Je pense que la communauté internationale sera davantage concernée par la géopolitique concernant l'Europe et comment elle affecte l'Europe. Par exemple, la crise des réfugiés plutôt que par l'économie. En réponse à la crise des migrants et des attaques terroristes, la moitié des pays européens ont d'ores et déjà réintroduit des contrôles aux frontières dans ce qui est normalement la zone de libre circulation de Schengen. On craint que Schengen ne soit soumis à une énorme pression avec tous les effets que cela pourrait avoir sur l'économie, la libre circulation des personnes et des marchandises, mais également en général sur l'Union européenne, sur les affaires de l'Union européenne. Les solutions demeurent illusoires car la plupart des États membres de l'UE continuent d'agir selon ce qu'ils considèrent être leurs intérêts nationaux plutôt que le bien commun du bloc. Le Premier ministre britannique David Cameron sera de nouveau présent cette année pour discuter du référendum qui aura lieu prochainement dans son pays et qui portera sur la question de savoir si la Grande-Bretagne restera dans l'Union européenne ou non. Une nouvelle fois, il y aura beaucoup de discussions ici à Davos, afin de savoir si cette année, finalement, l'Union européenne, toujours divisée, pourra s'unir afin d'empêcher de nouveaux chocs imprévus. Au moins 21 personnes ont été tuées dans une attaque à main armée perpétrée dans un campus universitaire situé dans le nord-ouest du Pakistan. L'attaque meurtrière s'est produite à l'intérieur de l'université Pacha Khan, située dans la ville de Shersada. Un groupe de terroristes armés a pris d'assaut le campus où 2 grosses explosions ont également été entendues. La police pakistanaise a déclaré que la plupart des victimes étaient des étudiants tués par des balles dans un dortoir pour garçons. 4 assaillants ont été tués après la riposte menée conjointement au sol et par les airs, par les forces de police et les soldats et les forces spéciales pakistanaises. Les talibans pakistanais ont revendiqué la responsabilité
responsabilité de l'attaque en rappelant qu'il s'agissait d'une réponse à l'offensive militaire contre leur position dans les zones tribales. La police pakistanaise a également indiqué que les forces de sécurité présentes sur les lieux avaient terminé leur opération contre les hommes armés. Les 20 Égyptiens kidnappés la semaine dernière en Libye ont été relâchés. Les otages sont arrivés mardi matin au Caire. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi les a personnellement accueillis à l'aéroport. Ils avaient été enlevés à Al-Joufra, une ville située à 750 km de la capitale libyenne Tripoli, dans une zone que le gouvernement ne contrôle pas. Le gouvernement égyptien a travaillé avec les autorités libyennes pour garantir leur sécurité. Nous ne pourrons jamais laisser nos fils dans le danger où qu'ils soient. Nous courons et les secourons, mais dans le calme, car nos mouvements doivent garantir qu'ils ne soient pas blessés. Grâce à Dieu, les efforts de ces derniers jours ont fini par payer. C'était attendu du président Al-Sisi. C'est l'un des meilleurs présidents que nous n'ayons jamais eu. Et c'est très positif et très beau de sa part d'accueillir nos frères à la maison. Le 8e pré-sommet de l'Afrique sur les genres a lieu en ce moment à Addis Abeba. Les ministres en charge du genre de presque tous les États membres de l'Union africaine y prennent part. Le pré-sommet veut envoyer un message fort à la prochaine assemblée de l'UA. Ici, ce sont principalement des ministres du genre d'Afrique qui participent aux 3 jours du pré-sommet africain sur le genre. Leur projet est de préparer l'agenda de la vraie autonomisation des femmes sur le continent avant l'Assemblée des chefs d'État durant la dernière semaine de janvier. Poursuivons-nous l'agenda dans nos pays ou organisations? Ou sommes-nous à l'aise avec la culture que nous avons découverte dans les organisations ou dans les gouvernements? Ou sommes-nous effrayés de faire chavirer le navire dont nous ne voulons pas être ceux qui disent qu'elle est encore là? 2016 a été décrétée l'année africaine des droits de l'homme avec un focus particulier sur les femmes. Ces décideurs politiques et académiciens, toutefois, aimeraient voir davantage d'engagement envers les femmes. C'est une autre opportunité pour les ministres du genre responsables de la mise en place de ces politiques de rassembler et d'évaluer ce qui a été fait l'an dernier et ce que nous projetons de faire pour l'an prochain. Donc si elles sont solidaires et avec cet affront face aux dirigeants, face à la communauté internationale, face aux partenaires techniques et financiers qui sont très disposés à les accompagner, je crois que nous pouvons sortir de l'ornière et ça peut favoriser le changement. Donc c'est une prise de conscience, un éveil de conscience face à la situation de la femme. Mettre en place ce qui a été décidé reste un défi pour les femmes africaines qui n'ont pas une grande liberté et sont limitées dans les activités socio-économiques. La présidente Dlamini Zuma a affirmé qu'il était temps pour les femmes africaines d'arrêter d'être soumises et de commencer la transformation. Il est très important pour nous d'être actifs pour galvaniser les hommes progressistes. Car les questions autour des femmes ne sont pas posées ni discutées par les femmes. Les femmes doivent prendre les devants bien sûr, mais nous devons aussi faire venir des hommes progressistes. L'une des plus grandes catastrophes maritimes est racontée à travers une exposition pour que les jeunes et les moins jeunes revivent l'histoire du Titanic, le plus grand bateau du monde qui a sombré dans l'Atlantique Nord après être entré en collision avec un iceberg. Pour la première fois, les Sud-Africains seront au plus proche des événements de cette nuit fatale. Une histoire humaine convaincante à travers des objets authentiques. L'exposition ramène les visiteurs à l'époque où le bateau partait pour son voyage inaugural. Elle a été vue au cours des 15 dernières années par plus de 25 millions de personnes dans le monde, mais c'est une première pour le continent. Nous sommes très contents d'avoir cette exposition en Afrique, car je pense qu'elle offre beaucoup d'opportunités éducatives pour les étudiants et les familles. Et je pense que c'est un sujet intéressant et brillant que de faire venir des expositions dans le style des musées sur le continent, où je pense que cela manque déjà.
L'exposition offre aux visiteurs un voyage éducatif et émouvant à travers le parcours de ce qui était connu comme l'objet le plus grand et le plus luxueux jamais construit. Des parties du bateau sont également montrées et certaines zones du navire ont été recréées à l'identique. Les objets sont très bien conservés et maintenus dans l'obscurité pour les générations futures. Ce sont les vrais objets qui ont été remontés à la fin des années 90. Une partie de l'équipe qui a fait cela comportait James Cameron, le célèbre réalisateur. Ces objets ont voyagé dans le monde entier. Ils sont absolument irremplaçables. Ces objets ont survécu pendant 100 ans dans l'océan. Nous avons plus de 140 objets à l'exposition, allant d'objets de cuisine à des bouteilles de parfum et même une bouteille de champagne, avec du champagne encore à l'intérieur, ce qui est incroyable à voir. L'exposition est visible durant les 4 prochaines semaines. Le Malawi abrite certains des plus anciens vestiges humains et des reliques sacrées comme ces arts rupestres datant de l'âge de pierre. En hauteur de la vallée de la forêt de Chongoni reposent les vestiges du Malawi. L'extraordinaire site du patrimoine mondial de l'UNESCO présente des peintures rupestres datant du IIe siècle. Ces abris naturels ont protégé la densité de ce groupe de rochers en Afrique centrale. 127 sites des arts rupestres ont été localisés dans les environs. Les peintures rouges et blanches que vous voyez ici sont uniques au Malawi. Les peintures rouges sont les plus anciennes. Elles ont été réalisées par les Akafula, parfois appelés les Abatras. Il s'agit de représentations d'hommes qui vivaient dans ces grottes entre moins 7000 et moins 2000 avant notre ère. Les peintures blanches, quant à elles, ont été réalisées par les Bantu Chewa. Elles représentent la diversité des espèces qui vivaient à leur époque, utilisées pour consigner les histoires et les musiques populaires d'antan. Le site du patrimoine mondial de Chongoni a été inscrit à l'UNESCO en 2006. Mais le site n'est pas assez protégé de l'homme moderne. Aujourd'hui, les peintures sont sous la menace de graffitis et d'incendies. Moses Mkumfa, conservateur, essaye de sensibiliser la communauté locale sur l'importance de la protection de cet héritage. Si nous pouvons continuer à soutenir le développement de nos campagnes et de notre héritage, qui sont les témoins de notre histoire et de nos traditions, et si nous pouvons renforcer les communautés locales, il est donc important de protéger l'avenir. Monsieur Moses et de nombreuses personnes espèrent sensibiliser la population et mieux préserver l'héritage des ancêtres du pays afin de montrer aux prochaines générations un aperçu de leur passé. Le Fonds monétaire international avertit des risques substantiels pesant sur les principales économies émergentes alors qu'il a procédé à un abaissement de ses perspectives pour la croissance économique mondiale en 2016. Le FMI a déclaré qu'il s'attendait à ce que la croissance économique mondiale augmente de 3,4% cette année. C'est 0,2 points de pourcentage de moins que ce qu'il avait prédit en octobre. Le Fonds monétaire maintient ses prévisions de croissance pour l'économie chinoise à 6,3%, ce qui est plus faible que les 6,9% de l'année précédente. Il a expliqué qu'il conservait sa confiance dans la capacité de Beijing à se diriger vers une économie davantage stimulée par la consommation intérieure et à moderniser son secteur financier. Mais le FMI s'attend à ce que le ralentissement de la croissance chinoise continue jusqu'en 2017. Une enquête menée auprès de 500 entreprises membres de la Chambre de commerce américaine en Chine a confirmé que la majorité des entreprises étrangères demeurent optimistes sur le potentiel de la croissance du marché intérieur chinois. Cependant, les entreprises interrogées rappellent que certains défis restent encore à surmonter pour entreprendre des affaires en Chine. 2015 fut une année à haut risque en termes de croissance et de profit pour les entreprises américaines présentes en Chine. C'est ce que montrent les résultats de l'enquête menée conjointement par la Chambre de commerce américaine en Chine et Bain Company. L'enquête indique que lors d'une année 2015 particulièrement difficile, seulement 23% des entreprises américaines présentes en Chine ont déclaré une baisse de leurs revenus par rapport à leur exercice précédent. Cependant, une croissance soutenue a été constatée au sein des entreprises américaines dans les secteurs des services, de la distribution, des technologies et des industries à très haute valeur ajoutée. Cette tendance confirme le changement de la stratégie de croissance que la Chine vit actuellement.
La plupart des entreprises interrogées demeurent encore optimistes sur leurs perspectives de croissance sur le marché intérieur chinois, alors que le pays enregistre sa croissance la plus faible depuis 25 ans. Il faut garder à l'esprit que la Chine est engagée dans un processus complexe de transformation de son modèle de croissance économique. Nous devons donc accompagner ce changement et être présents si nous voulons augmenter nos profits à terme. Les résultats de l'enquête montrent clairement que la Chine reste la principale destination des investissements des entreprises américaines à l'étranger. Ces dernières entendent continuer avec prudence leurs investissements calculés dans les secteurs de l'innovation et dans les nouveaux débouchés. Néanmoins, les entreprises américaines présentes en Chine expriment leurs inquiétudes sur certains aspects du climat des affaires dans le pays. Elles espèrent également que leurs partenaires commerciaux locaux, mais aussi les autorités du gouvernement chinois, pourront mettre en œuvre une stratégie visant une croissance qualitative pour l'année 2016. L'Indonésie, géant de l'Asie du Sud-Est, possède tous les attraits pour attirer les investisseurs. Le pays a une population jeune et connaît une croissance économique. Les entreprises chinoises investissent considérablement dans le pays. L'Indonésie est la seconde destination d'investissement de la Chine dans la région. C'est ce qu'ils font le mieux. L'entreprise China Huatian Engineering est spécialisée dans la construction de centrales électriques et est très connue en Indonésie. Le placement global était de 1 milliard de dollars. Nous avons également obtenu 1,6 milliard de dollars pour le sud de Sumatra. Et nous suivons beaucoup. L'entreprise Huatian n'est pas la seule. Les entreprises chinoises, privées ou gouvernementales investissent énormément en Indonésie. Selon le Conseil d'investissement indonésien, la Chine est à présent le plus grand investisseur étranger du pays pour l'année 2015. La Chine est la première priorité de notre bureau du Conseil d'investissement. Depuis 2015, nous avons organisé plus de 10 réunions à Beijing, Shanghai, Guangzhou et dans d'autres villes de la Chine. Se focaliser sur la Chine fait sens. L'Indonésie a besoin d'infrastructures, de centrales électriques, de routes à péage, de ports de mer, et la Chine est experte dans ce genre d'infrastructures. La Chine prévoit plus de 83 milliards de dollars d'investissement en Indonésie depuis que M. Widodo a pris la direction fin octobre, surpassant ainsi de loin les 11,6 milliards de dollars d'investissement du Japon et les 185 millions de dollars de Singapour. Mais la réalisation de ce plan d'investissement a coûté près de 7%, principalement dans l'administration. Une combinaison de 22 ministères est destinée à accélérer les services de licence des investisseurs et cela fonctionne. En un an, nous avons libéré jusqu'à 150 milliards de dollars d'investissements bancaires, soit une augmentation de 45% par rapport à l'an dernier. Le conseil d'investissement a désormais lancé un nouveau service en 3 heures pour les investisseurs, réduisant le processus de 30 jours à 3 heures seulement. 18 jours avant le Nouvel An chinois, la télévision centrale de Chine s'active pour les derniers préparatifs du gala de la fête du printemps 2016. Il s'agit d'un rendez-vous incontournable pour tous les Chinois et cette année, un spectacle d'arts martiaux haut en couleur sera présenté à tous les téléspectateurs. À l'extérieur du grand studio de la télévision centrale de Chine, un groupe d'artistes experts en arts martiaux Wushu vient juste de terminer son échauffement. L'école d'arts martiaux Zhonghua de la ville de Laizhou, située dans la province du Shandong, s'entraîne tous les jours, depuis maintenant près d'un an, pour être fin prêt le jour J. 90 personnes avec une moyenne d'âge de seulement 15 ans sont à Beijing depuis la mi-décembre pour les dernières répétitions. Ils représentent à eux tous la nouvelle génération des ambassadeurs de l'art Wushu en Chine. Nous devons en permanence nous améliorer et rechercher les nouveautés pour enrichir nos spectacles et présenter la quintessence des arts martiaux sur la prestigieuse scène de la CCTV. Par exemple, nous avons préparé une série de performances d'acrobatie en haute altitude et nous avons considérablement amélioré le rendu global de la prestation de notre groupe sur la scène. Depuis 2013, l'école Zhonghua est invitée pour la 3e fois consécutive au gala de la fête du printemps de la CCTV. Ainsi,
Certains des plus jeunes artistes du groupe passent désormais pour des vétérans. Comme d'habitude, je suis très excité et nerveux à la fois, car chaque année, nous modifions notre spectacle avec des figures de plus en plus difficiles à réaliser. Je veux rassurer mes parents et leur dire de ne pas s'inquiéter. Ils pourront, comme tous les autres, regarder le spectacle tranquillement chez eux. Le thème du gala de la fête du printemps de cette année est « Toi et moi, notre rêve chinois, construisons ensemble la société de la moyenne aisance ». Le gala sera retransmis en direct depuis Beijing, ainsi que sur 4 autres chaînes des provinces du Fujian, du Guangdong, du Shanxi et enfin dans la région autonome de la Mongolie intérieure. Au total, ce sont 40 performances qui seront présentées à tous les téléspectateurs chinois, dont 10 spectacles uniques en leur genre. La dernière ligne droite des répétitions débutera le 26 janvier prochain. La semaine de la mode de Hong Kong a débuté lundi et des stylistes de Nouvelle-Zélande, du Myanmar et de Hong Kong y présentent leur collection automne-hiver. La styliste Maggie Chan est l'une des doyennes de la semaine de la mode de Hong Kong, ce qui ne l'empêche pas de continuer à vouloir surprendre. Ces robes ont été fabriquées à l'aide de bois et de résine, puis recouvertes d'huile aromatique avant d'être peintes. Sa fille Marie, 17 ans, l'a aidée à peindre et dessiner les accessoires. Pour ce défilé, les matériaux étaient très spéciaux. On a eu quelques difficultés pour rendre le bois plus flexible. C'est une collaboration avec une firme d'aromathérapie, donc nous avons voulu montrer l'odeur dans les dessins et les sacs. To show the smell within the drawing and the bags. Et 2 stylistes du Myanmar, Chao Su Elwin et Mei Miat Waso, ont cherché à réinventer les tenues traditionnelles de leur pays. Je voulais combiner une tenue traditionnelle du Myanmar, utilisée pour chaque cérémonie honorifique. Je l'ai combinée avec une robe de soirée de style occidental. La semaine de la mode de Hong Kong est l'occasion pour les stylistes de toute l'Asie de présenter leur travail devant un public international. Elle se déroule jusqu'au 21 janvier. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur CCTV français.